Bien, bonjour à tous. Merci Vincent, merci Antoine pour ces exposés qui nous auront permis d'une part de comprendre la blockchain d'un point de vue technique, d'autre part de connaître les cas d'usage qui évidemment nous intéressent et nous rassemblent ici, et de troisième part, pour un jour de canicule, d'avoir un cours d'histoire de l'art. Je pense que c'est un accomplissement déjà pour cette journée qui est tout à fait satisfaisant. Alors à mon tour, je souhaite remercier l'Institut français de la mode d'avoir accepté de nous héberger. Donc Dominique Jacomet, Sylvie Ebel, Delphine Warmby. Et je dois dire que la Fédération de la couture est évidemment très heureuse d'être associée à ces débats. Donc pourquoi nous y sommes associés? D'une part parce que nous entretenons depuis de nombreuses années, et moi-même à titre personnel avec Vincent Fauchou, des relations étroites, et donc nous sommes unis dans un dialogue constant, et ça c'est très intéressant. Deuxième point, évidemment, les industries créatives sont évidemment, comme on l'a vu, très intéressées par les développements, les applications de la blockchain en propriété intellectuelle, mais la mode particulièrement, puisque saisonnière, elle est cadencée par un rythme qui est évidemment très important, puisqu'on a deux saisons, printemps-été, automne-hiver, donc un renouvellement de création, des collections croisières, des collections en capsule, et le tout dans une concurrence économique, technologique, mais aussi créative, puisque la mode, par définition, c'est l'air du temps, ce sont les tendances, et évidemment, lorsqu'il y a une sorte de conjonction des intentions créatives, et on peut le constater en ce moment puisque nous avons la semaine de la mode masculine, donc j'ai eu l'occasion d'assister à quelques défilés, on s'aperçoit que voilà, il y a des tendances qui se révèlent. Donc ceci restreint l'univers créatif et la concurrence créative, et de ce fait on se trouve en risque d'action en contrefaçon et d'atteinte aux droits des tiers, un risque renforcé, d'où l'intérêt de procéder à des eurodatage et de constituer des preuves d'antériorité. Donc nous allons nous concentrer maintenant sur ces questions de droit de la propriété intellectuelle. Et pour commencer, première question qui sera posée au professeur Berlioz, c'est quel droit pour la blockchain? Alors ça c'est intéressant parce que si on se souvient d'Internet, des prémices d'Internet, on disait souvent Internet c'est une zone de non-droit, il n'y a pas de droit pour Internet. En gros, je peux publier ce que je veux, c'est légal. Bon, on sait très vite, les personnes qui tenaient ces propos se sont vite heurtées au mur de la réalité juridique, puisque les juges ont assez rapidement appliqué les textes existants et n'ont pas laissé faire n'importe quoi sur Internet. Pour autant, la question du cadre juridique est importante, structurante, et donc le professeur Berlioz va intervenir sur ce point. Ensuite, nous aurons une intervention du professeur Banktin qui sera directement liée à la blockchain et la propriété intellectuelle en France. Et il sera intéressant de confronter ce propos à celui de Nicolas Martin, donc, qui est le praticien de cette table non pas ronde mais rectangulaire, qui est le directeur juridique adjoint de la maison Hermès, mais qui a été également pendant de nombreuses années le directeur du département propriété intellectuelle. Et en cela, il a eu l'occasion d'expérimenter toutes les solutions existantes de création de preuves d'antériorité. Ensuite, nous conclurons cette table ronde par l'intervention du professeur Bruguière, qui s'interrogera sur la blockchain confrontée au régime de copyright. Et ainsi, nous aurons fait un tour complet de la question, et nous accueillerons vos questions. Alors, le professeur Pierre Berlioz, je me permets de vous présenter. Donc, vous êtes professeur à l'Université Paris 5, vous êtes directeur du Master 2 de Common Law, et vous avez été directeur pendant 6 ans du Centre de recherche en droit privé de l'Université de Reims. Vous avez également participé à l'écriture de la proposition de loi du 16 juillet 2014 sur le secret des affaires et avait été conseiller du ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas. Eh bien, nous vous écoutons. Merci. Et merci à Vincent et aux organisateurs de m'avoir convié sur cette thématique qui est absolument passionnante et qui génère beaucoup d'agitation, on va dire,
un peu à l'image d'Internet, la comparaison me paraît assez pertinente, avec une question qui est celle de savoir si on doit avoir un droit spécial pour la blockchain, si on doit avoir des textes qui encadrent la blockchain. Et c'est ainsi qu'on a pu voir apparaître dans les débats parlementaires sur chacun des derniers grands textes de la législature précédente, des petits amendements qui venaient consacrer ici la blockchain comme étant l'équivalent d'un acte authentique, ici la blockchain faire ceci, ici la blockchain faire cela. Et bon, évidemment, à chaque fois, en tout cas, à chaque fois, ça a été écarté, et je pense pour des raisons assez pertinentes. Il y a inévitablement, lorsqu'on voit apparaître une nouveauté, il y a une volonté, aujourd'hui en tout cas, de la consacrer, d'avoir un texte qui vient donner un cadre, sinon un cadre juridique d'ailleurs, parce que parfois on va avoir des textes totalement redondants avec ce qui existe déjà, mais en tout cas d'avoir un texte qui consacre telle institution nouvelle, parce que ça fait bien notamment dans le concert international. Mais le danger, si on n'a pas quelque chose de simplement redondant, c'est également d'avoir tiré trop vite. Il faut, en matière de nouvelles technologies, à mon sens, être très attentif à ne pas se précipiter, à ne pas encadrer trop vite. Pour une simple raison, c'est que quand on encadre trop vite, surtout de la manière dont on le fait dans notre pays, on a parlé tout à l'heure des décrets qui sont en attente, on va avoir un processus qui va être très encadré avec des décrets d'application, avec des choses très précises, et on risque d'avoir un frein à l'innovation plus que quelque chose de véritablement utile. Donc il me semble que le bon réflexe à avoir en la matière, c'est de s'interroger sur l'efficacité du droit commun pour répondre aux besoins et pour répondre aux problématiques qui sont posées par les technologies, par les nouvelles choses qui se présentent à nous. Et il faut à mon sens, éviter ce réflexe parce qu'on peut avoir, dans un certain nombre de situations, des institutions qui fonctionnent parfaitement bien sur le fondement du seul droit commun. Et j'en prendrai un simple exemple, c'est celui des volumes immobiliers. Les volumes immobiliers, ça existe depuis maintenant à peu près une cinquantaine d'années. Ça a été construit sur la base du droit commun, sans aucune intervention législative, et ça soutient quand même la défense. Donc, ça marche, a priori. Donc, on doit, à mon sens, d'abord s'interroger sur les usages, et dans les interventions précédentes, on voit qu'on illustre, et c'est l'essentiel, les usages qui existent. On doit voir comment ça se met en place, comment ça fonctionne, et si on rencontre des difficultés ou si on n'en rencontre pas. Et c'est d'ailleurs tout l'objet de la consultation qui a été lancée par le Trésor sur la question prévue dans la loi Sapin 2 de l'utilisation de la blockchain pour les registres de titres financiers, puisque la loi Sapin 2 autorise le gouvernement à adopter un texte en la matière, mais le Trésor a pris la précaution de lancer une grande consultation publique qui s'est terminée fin mai sur la question, et notamment sur quels usages, comment est-ce qu'on peut, et est-ce qu'on rencontre des difficultés. Alors, très brièvement, parce qu'il s'agit plutôt de lancer des pistes, et puis certaines questions seront reprises par la suite. Très brièvement, est-ce que vraiment, en matière de blockchain, on va avoir des difficultés insurmontables ? Je voudrais prendre essentiellement l'exemple de la preuve et 2-3 mots sur les smart contracts derrière. Sur la preuve, on dit assez souvent en matière de blockchain que c'est un recueil de preuves d'existence. En tout cas, c'est une des utilisations, puisqu'on a vu les transactions financières, on a vu d'autres exemples. Mais pour la preuve, c'est essentiellement ça qui nous intéresse, c'est cette idée de recueil de preuves d'existence. Comme toujours, on va distinguer en matière de preuve les actes juridiques et les faits. S'agissant des actes juridiques, l'une des questions qui peut se poser, c'est est-ce que la blockchain peut être considérée comme un écrit électronique, servant à préconstituer la preuve ? En l'état aujourd'hui, il me semble, mais là c'est vraiment encore une fois pour lancer des pistes, qu'il manque une condition qui est celle de la signature électronique, puisque c'est une des conditions, c'est encadré par décret, on y revient justement, et aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on a quelque chose qui corresponde aux critères. La question qui peut se poser, c'est de savoir si la clé électronique peut être assimilée
à la signature électronique ou pas. Et donc là, on a une question qu'on va précisément identifier et sur laquelle on peut se pencher. Si on estime que c'est un acte électronique et un écrit électronique, il me semble en revanche qu'on ne peut pas considérer que c'est un acte authentique, pour une simple raison, c'est qu'il n'y a pas d'intervention au fond en la matière, ce qui est la nécessité, c'est dans la définition de l'acte authentique. Donc, précisément, les amendements qui visent à reconnaître ça comme un acte authentique, à mon sens, ne sont pas pertinents. Le parallèle le plus proche qu'on peut faire, c'est avec le constat d'huissier, à mon sens, et encore, c'est assez limité. Donc, écrit électronique, éventuellement, registre, on l'a évoqué, registre, utilité, date certaine. Date certaine, on sait aujourd'hui que pour acquérir date certaine, il y a 3 moyens, dont notamment l'enregistrement, on oublie le décès, hein, ça ne concerne pas la blockchain. L'enregistrement, est-ce qu'on peut considérer qu'on a un enregistrement au sens de l'article 1377 nouveau du Code civil ? On peut l'envisager, c'est une interprétation possible. L'une des questions qui se posera également en la matière, et c'est précisément le cas pour les titres financiers, moins je pense en matière de propriété intellectuelle, sauf dans certains cas, c'est le caractère éventuellement constitutif de ce registre. Est-ce qu'on peut considérer que l'inscription sur le registre vaut acquisition de propriété, vaut titre absolument incontestable de propriété? La question se pose très directement en matière de titres financiers, mais comme pour tout enregistrement en réalité, pas spécifiquement à la blockchain, donc c'est une question que peut résoudre le droit commun. Si on en vient à la question de la preuve des faits, qui nous intéresse aussi très spécifiquement ici, il suffit de rappeler une chose, c'est l'article 1358, nouveau encore du Code civil, liberté de la preuve en matière de faits. Donc la blockchain, typiquement, constitue un élément de preuve admissible à ce titre. Certains se demandent s'il faut légiférer pour l'admettre. Non, ça n'est pas nécessaire puisqu'on a un principe de liberté de la preuve. En revanche, l'une des questions qui peut se poser, c'est celle de la force probante. Aujourd'hui, ça sera soumis à l'appréciation du juge. C'est l'article 1382 du Code civil, toujours nouveau, hein, évidemment pas l'ancien. Une force probante qui est dépendante du juge. Là, on peut se poser la question, est-ce qu'on laisse se constituer éventuellement une jurisprudence qui reconnaîtra une valeur probatoire particulière? Ça existe. Là encore, exemple en matière immobilière. En matière immobilière, la preuve est libre. On peut avoir sinon une hiérarchie, mais des préférences, titre et possession. Est-ce qu'on peut reconnaître une force particulière à la blockchain? Pourquoi pas? Après, se pose la question de comment on écrit ça. Alors là, il faut se mettre devant la feuille avec un stylo. L'existence d'un fait peut être prouvée par tel et tel moyen. Et là, le risque, c'est que derrière, on renvoie un décret en Conseil d'État pour préciser les conditions, avec savoir si ce décret sera pris ou pas. Parce que quand il s'agit de déterminer les modalités techniques, là, c'est assez compliqué. Quelques mots ensuite sur les smart contracts, pour aller rapidement, et encore une fois lancer des pistes. Vous voyez que je lance des pistes plutôt que j'apporte des réponses. Il me semble, pour ma part, qu'on est plutôt dans l'automatisation de l'exécution d'un contrat. Quand on parle de contrat intelligent, le contrat existe, et on le rend intelligent parce qu'il s'exécute tout seul. Ça existe, déjà, hein, l'exemple est classique. Le distributeur de boissons, c'est pratique en ce moment. Le distributeur de boissons, je mets une pièce, il me donne, si la pièce correspond au montant, il me donne ma boisson et il me rend éventuellement la monnaie s'il lui en reste. Donc on est là dans un cadre contractuel qui finalement connaît des exemples, relève de la liberté contractuelle, liberté en matière de preuve. On va faire un contrat sur la preuve pour déterminer quel est l'élément que l'oracle va pouvoir récupérer et qui va lancer la réalisation du paiement. Donc là, on fait un contrat sur la preuve et on l'applique. Le caractère automatique, on le connaît aussi. Alors, pas automatisé par un automate, pas réalisé par un automate, mais obligatoire et obligatoirement automatique. Pensez aux garanties autonomes. La garantie autonome, on doit payer lorsque l'événement survient. On est obligé de le payer. Il y a la réserve de l'abus, mais qui est relativement limitée. Là, le smart contract, est-ce qu'il pourra être codé suffisamment pour intégrer cette dimension de l'abus? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas les compétences suffisantes, mais en tout cas, on a un caractère automatique et on sait résoudre les questions derrière, restitution éventuellement, si on fait la démonstration, par exemple, qu'il y avait un vice dans le contrat, et on a des outils derrière, comme les saisies, pour aller récupérer rapidement ce dont on a besoin. Donc, il me semble que on voit, quand on évoque ces différentes pistes, que
il faut d'abord, évidemment, avoir le réflexe droit commun, avoir le réflexe est-ce qu'on a les solutions ou pas dans le droit commun, et uniquement à ce moment-là faire appel aux législateurs. Ça nous évite les lois bavardes, ça nous évite les lois inutiles, et aujourd'hui on a bien besoin d'éviter les lois bavardes et on a bien besoin d'éviter les lois inutiles, et surtout faisons de l'ingénierie juridique, parce que n'oublions pas que c'est le seul moyen pour ne pas être ubérisé en tant que juriste. Je vous remercie.